Imaginez un instant que vous vous tenez sur une falaise balayée par le vent, contemplant les eaux sombres de la mer du Nord par une matinée brumeuse. La brume se lève lentement, révélant des silhouettes se déplaçant à l'horizon. Ce sont des dracars, rapides, avec des proues sculptées en forme de dragon, qui brillent sous la lumière grise de l'aube. Il ne s'agit pas de marchands ou de voyageurs pacifiques cherchant à échanger des biens dans un monastère voisin. Ce sont des Vikings, et ce qu'ils sont sur le point d'apporter n'est pas seulement la guerre, mais un ensemble de pratiques si perturbantes, si brutalement calculées, qu'elles finiraient par marquer de terreur psychologique toute l'Europe médiévale. Nous pensons souvent connaître les Vikings, des guerriers féroces, des explorateurs intrépides, des navigateurs qui ont traversé les océans. Mais ce que la plupart ignorent, c'est que leur conception de la sexualité était imprégnée de violence, de hiérarchie et de domination jusqu'à des limites difficiles à imaginer. Ce n'était pas simplement des hommes et des femmes aux coutumes intimes peu conventionnelles. Ils étaient passés maîtres dans l'art de transformer le sexe en champ de bataille, de convertir les corps en instruments de pouvoir, de faire de l'intimité un outil de soumission sociale. Les récits qui nous parviennent ne proviennent pas uniquement de légendes exagérées par des ennemis. Nous parlons de témoignages oculaires, de découvertes archéologiques et de codes légaux qui montrent une société où le plaisir et la violence n'étaient pas séparés, mais intimement liés. Si chez d'autres peuples médiévaux, les coutumes sexuelles pouvaient nous sembler étranges ou pittoresques, ce que faisaient les Vikings fait que toute autre culture ressemble à un groupe d'apprentis naïfs. Nous sommes face à un monde où le viol pouvait devenir un rituel religieux, où une simple insulte sur votre comportement au lit suffisait à justifier légalement votre meurtre, et où les funérailles des grands chefs incluaient des cérémonies sexuelles qui culminaient en sacrifices humains. Rien de tout cela n'était le fruit du hasard. C'était un système calculé, une machinerie conçue pour utiliser la sexualité comme instrument de contrôle politique, religieux et social, avec la même précision qu'ils déployaient leur stratégie militaire. Mais le plus inquiétant n'est pas ce que les Vikings infligeaient à leurs ennemis, mais ce qu'ils faisaient à leur propre peuple. Au sein de leur village se sont élevées des hiérarchies sexuelles si rigides qu'un mot mal prononcé pouvait détruire la réputation d'une famille entière. Des marchés ont été érigés où des êtres humains étaient vendus et achetés comme marchandises pour le plaisir d'autrui, enveloppés dans une légalité qui dépouillait les victimes de toute dignité. Et tout cela était paré de cérémonies religieuses qui conféraient aux pratiques les plus brutales un air de légitimité divine. Avant de nous plonger dans ces ombres de l'histoire, il convient de se poser une question. Comment est-il possible qu'un peuple qui célébrait la liberté de ses navigations, qui commerçait et fondait des colonies dans des lieux aussi lointains que l'Irlande, la Russie ou Constantinople, ait également construit son pouvoir sur un système de violence sexuelle si froid et systématique? La réponse est de comprendre que les Vikings avaient eux découvert quelque chose de perturbant. Contrôler la sexualité signifiait contrôler la société, et ils ont édifié toute une civilisation sur ce principe. Pour comprendre l'ampleur des pratiques sexuelles vikings, il faut commencer par le cœur même de leur système social, la hiérarchie intime. Dans la mentalité de ce peuple guerrier, la place qu'un homme occupait au lit pouvait décider de son destin, de son honneur et même de sa vie. Il ne s'agissait pas d'un domaine privé ou intime tel que nous le concevons aujourd'hui. Pour les Vikings, la sexualité était une vitrine publique de pouvoir, un code tacite qui établissait qui commandait et qui obéissait à tous les niveaux de la communauté. Il existait deux mots terribles dans le vocabulaire vieux norrois, ergi et argre. Il suffisait que quelqu'un les prononce contre un homme pour que son monde s'effondre. Ces mots signifiaient lâcheté, passivité sexuelle, assumer un rôle considéré comme féminin. Et le simple fait de recevoir cette insulte n'était pas une offense passagère, c'était une sentence de mort. Le code légal viking reconnaissait que celui qui traitait ainsi un autre homme lui donnait le droit de le tuer sans subir de conséquences légales. Autrement dit, dans la Scandinavie médiévale, on pouvait assassiner quelqu'un en toute impunité si on l'accusait d'être passif au lit. Ce détail, qui nous semble grotesque de notre point de vue moderne, révèle la structure rigide de la société viking. L'homme actif, celui qui pénétrait, conservait tous les droits. Il pouvait porter des armes, témoigner en justice,
hériter de biens et participer aux cérémonies religieuses. L'homme considéré comme passif, en revanche, était réduit à néant. Il perdait ses privilèges, était marqué à vie, devenait un paria. C'était une forme de mort civile qui pesait autant que le bannissement ou l'esclavage. Les récits des sagas islandaises regorgent d'exemples montrant comment cette conception imprégnait chaque recoin de la vie quotidienne. La saga de Njal le Brûlé raconte un conflit où des dizaines de personnes sont mortes pour une insulte qui mettait en doute la virilité d'un homme. Dans la saga d'Egil, il est dit que des guerriers ont parcouru des kilomètres juste pour venger un mot insinuant, un manque de virilité. Ce qui pourrait nous sembler une provocation sans importance, dans le monde viking équivalait à dynamiter la structure sociale. Une accusation de faiblesse sexuelle pouvait déclencher une chaîne de vengeance et de meurtre qui ravageait des familles entières. La pression pour démontrer sa virilité était constante et étouffante. Il ne suffisait pas d'être un bon guerrier sur le champ de bataille. Il fallait exhiber une masculinité indomptable dans tous les domaines, du langage à la façon de s'habiller. Les hommes devaient surveiller leurs gestes, leurs paroles, même leur silence, car la moindre once de douceur pouvait devenir une arme pour leurs ennemis. C'était un cycle de violence auto-entretenu. Plus la virilité de quelqu'un était remise en question, plus il devait se montrer agressif. Et cette agressivité engendrait de nouvelles disputes qui perpétuaient la spirale de sang. Les femmes libres participaient également activement à ce jeu de pouvoir. Les textes rapportent des scènes où des épouses ou des amantes utilisaient la sexualité comme arme sociale. Il suffisait qu'une femme insinue publiquement que son mari était trop doux ou trop tendre dans l'intimité pour lui ruiner la vie. Dans la saga de Laxdela, une épouse se sépare de son mari, alléguant qu'il était excessivement gentil au lit. Cette simple accusation ne justifiait pas seulement le divorce, mais détruisait la réputation de l'homme, le dépouillant de sa dignité et de ses droits. La parole de la femme, dans ce contexte, pouvait être aussi mortelle qu'une épée. Les tribunaux vikings conservent des registres montrant à quel point la sexualité était entrelacée avec la justice. Des cas où des hommes perdèrent leurs biens et leurs droits à cause de rumeurs concernant leurs performances intimes témoignent d'une culture qui avait élevé la domination sexuelle au rang de loi fondamentale. Même le droit de parler en assemblée dépendait de n'avoir jamais été l'objet d'accusations de passivité. Être considéré comme faible au lit équivalait à être expulsé du cercle des hommes libres. Ce système ne se limitait pas à la sphère privée. Le devoir de maintenir la masculinité se projetait dans l'habillement et la manière de se comporter. Un homme devait veiller à ne pas porter de vêtements qui le feraient paraître féminin. Il devait parler avec fermeté. Il devait se montrer dominant à tout moment. La sexualité était ainsi un engrenage de plus dans un mécanisme social qui exigeait dureté et violence comme garantie de survie. La paradoxe est évidente. Les Vikings, capables de construire des navires qui ont traversé des mers inconnues, qui ont fondé des villes et ouvert des routes commerciales, ont fondé leur prestige sur des règles intimes qui pouvaient paraître absurdes, mais qui étaient appliquées avec une rigueur impitoyable. Ce n'était pas seulement un code non écrit, c'était un réseau légal, religieux et social qui plaçait la domination sexuelle au centre même de l'identité viking. Le plus révélateur est que ce système de hiérarchie intime ne servait pas uniquement à maintenir l'ordre au sein de leur communauté. Il est également devenu l'arme psychologique qu'ils ont exportée vers d'autres peuples. Si un viking pouvait détruire un ennemi en l'accusant de passivité sexuelle, s'il pouvait ruiner la vie d'un voisin avec une rumeur sur sa virilité, alors il pouvait aussi soumettre des communautés entières par la menace de cette humiliation. La domination intime est devenue une prolongation de la guerre. Et dans cette union du sexe et de la violence réside l'essence la plus sombre de la société nordique. Si la hiérarchie sexuelle interne maintenait la cohésion de la société viking, la violence sexuelle est devenue un instrument redoutable envers l'extérieur. Les Vikings ont très vite compris ce que la plupart des civilisations n'avaient en fait qu'intuiter. Briser l'esprit d'un ennemi pouvait s'avérer beaucoup plus efficace que de l'éliminer physiquement. Et l'outil le plus puissant pour atteindre cette destruction psychologique fut le sexe transformé en arme d'humiliation et de domination. Dans les récits des sagas apparaît un concept terrifiant, le nid. Ce n'était pas une simple blessure de combat, mais un geste symbolique chargé de mépris. Il consistait à couper ou poignarder les fesses d'un ennemi vaincu, un acte qui équivalait à le marquer comme pénétré, c'est-à-dire comme sexuellement soumis. Cette blessure
apparemment mineure sur le champ de bataille, n'était pas faite pour tuer, mais pour dépouiller le vaincu de son honneur. Le message était clair. Tu as été conquis non seulement par l'épée, mais par le corps. Et la communauté entière interprétait ce signe comme une dégradation irréversible. L'impact psychologique était dévastateur. Un homme qui revenait dans son village avec les marques d'avoir été victime de Need ne pouvait plus être respecté. Sa réputation était détruite, sa parole ne valait rien, son honneur s'évaporait aux yeux de son propre peuple. Beaucoup préféraient se suicider plutôt que de supporter une telle honte. D'autres étaient expulsés, condamnés à errer comme des fantômes vivants, rappel de la suprématie viking. Il ne s'agissait pas d'une punition individuelle, mais d'un message adressé à toute la communauté ennemie. Résister signifiait risquer non seulement la mort, mais la déshonneur le plus profond. Mais les Vikings ne se contentaient bon pas du symbolisme. Parfois, ils poussaient l'humiliation à l'extrême avec des viols publics de leaders vaincus. Les chroniques racontent comment des rois capturés étaient les contraints de subir des agressions sexuelles devant leur peuple. Un spectacle conçu pour signifier clairement que la virilité du vaincu avait été arrachée et transférée au vainqueur. Selon les croyances nordiques, le rôle passif impliquait une perte d'essence masculine, tandis que l'agresseur absorbait cette force comme un butin invisible. Ainsi, le viol n'était pas seulement un acte de cruauté, mais un rituel de transfert de pouvoir. Ce mécanisme avait des conséquences stratégiques incalculables. En propageant ces pratiques, les Vikings généraient une terreur anticipée. De nombreux villages préféraient se rendre sans combattre plutôt que de risquer l'humiliation sexuelle. Il n'était pas nécessaire de tuer tous les hommes. Il suffisait que la réputation de leur méthode se répande pour que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. La violence intime fonctionnait comme une arme invisible, capable de plier les volontés avant la première flèche. Le caractère planifié de cette stratégie est ce qui surprend le plus. Nous ne parlons pas d'impulsions incontrôlées ni d'actes de brutalité isolés. Il s'agissait d'un outil pensé, cultivé et transmis comme partie intégrante de l'art de la guerre. D'une certaine manière, les Vikings ont découvert une forme primitive de ce que nous appellerions aujourd'hui le terrorisme psychologique, semer un tel niveau de peur que la résistance devenait impensable. Les effets de cette terreur s'étendèrent bien au-delà du moment de l'agression. Un leader humilié ne pouvait plus être écouté avec respect. Une communauté qui voyait ces hommes marqués par le déshonneur perdait cohésion et confiance. Les familles étaient fracturées, incapables de maintenir la structure sociale qui leur donnait autrefois un sens. La violence sexuelle viking, par conséquent, ne se contentait pas de vaincre les armées. Elle déchirait le tissu même des sociétés rivales. Les sagas décrivent en outre comment la menace de ces pratiques suffisait à maintenir le contrôle. Dans de nombreux cas, les Vikings n'avaient pas besoin de consommer l'acte. La simple possibilité que cela se produise démoralisait déjà leurs adversaires. Un geste, une insinuation, un souvenir de ce qui s'était passé dans un village voisin suffisait à semer la panique. C'était un système efficace, économe en efforts et maximal en résultats. Certains récits parlent de suicide collectif avant de tomber entre les mains des Vikings, précisément à cause de la terreur de cette forme de domination. L'idée de perdre la dignité masculine, d'être vu comme passif ou de permettre que les femmes de la communauté soient soumises, était si insupportable que beaucoup préféraient la mort. De cette manière, les Vikings obtenaient quelque chose d'encore plus brutal. Ils faisaient en sorte que les victimes elles-mêmes collaborent à leur extermination par peur de ce qui allait arriver. Il est important de souligner que cette stratégie ne se limitait pas au domaine militaire. La violence sexuelle était aussi un instrument politique. En soumettant intimement un chef ou un leader religieux, les Vikings détruisaient non seulement l'individu, mais aussi l'autorité symbolique qu'il représentait. Le message était gravé dans la mémoire collective. Aucun dieu, aucun roi, aucune structure ne pouvait protéger les vaincus de l'outrage viking. Le résultat fut la création d'une réputation qui précédait les navires avant même qu'ils n'atteignent la terre. Les monastères, par exemple, payèrent des tributs pour éviter les attaques, sachant qu'ils ne faisaient pas face uniquement au vol de leurs richesses, mais à la possibilité d'une humiliation qui ferait vaciller les fondements de leur foi.
Et des villages entiers, en entendant des rumeurs sur ces pratiques, décidèrent de livrer tout ce qu'ils possédaient pour éviter un sort pire que la mort. En conclusion, la violence sexuelle ne fut pas un accident au sein de la culture viking, mais une arme perfectionnée. C'était l'extension logique de leur système hiérarchique interne, projeté vers les peuples ennemis. Dans leur monde, contrôler le corps de l'autre équivalait à dominer son âme, et cette conviction est devenue l'un des piliers les plus sombres de leur puissance. Les Vikings comprenaient que la guerre ne se gagnait pas seulement avec des épées et des boucliers, mais avec le contrôle absolu de l'intimité et de l'honneur de leurs adversaires. Et cette leçon, dévastatrice et cruelle, est ce qui a fait d'eux une force redoutée sur tout le continent. Si les humiliations sur le champ de bataille semèrent la terreur et brisaient les volontés, l'exploitation sexuelle des esclaves constitua la base économique et sociale sur laquelle s'éleva une grande partie du pouvoir viking. Pour le comprendre, il faut imaginer l'ampleur d'un système qui ne se limitait pas à capturer des personnes lors d'incursions isolées, mais qui articulait un commerce international, un véritable réseau de traite humaine qui traversait les continents et fournissait des corps à l'appétit insatiable de cette culture. Les découvertes archéologiques dans des villes comme Dublin ou York nous montrent des marchés d'esclaves où les captifs étaient exposés comme des animaux. Les plus jeunes et les plus attrayants étaient mis à part avec un destin clair, servir à l'exploitation sexuelle. La sélection ne laissait aucune place au doute. Les Vikings traitaient les êtres humains comme des marchandises différenciées par des usages. Ceux qui avaient la plus grande force physique étaient vendus comme main-d'œuvre. Ceux considérés comme beaux ou désirables étaient réservés au commerce intime, pour les foyers des hommes puissants qui rivalisaient entre eux, pour démontrer leur domination par le nombre d'esclaves sexuels qu'ils possédaient. Les lois vikings établissaient avec précision la différence entre une femme libre et une esclave. Une femme libre jouissait de droits inhabituels pour l'époque. Elle pouvait divorcer d'un mari si celui-ci ne la satisfaisait pas. Elle pouvait hériter de biens et même proposer le mariage. En revanche, une esclave n'était qu'un objet. Le code légal stipulait que violer une femme libre pouvait coûter la vie à l'agresseur, tandis qu'abuser d'une esclave était puni d'une simple amende équivalente au coût de l'endommagement d'un bien. La chosification était absolue. Le corps d'une esclave équivalait à celui d'un cheval ou d'un outil cassé. On estime que dans certaines colonies, jusqu'à 30% de la population était composée d'esclaves, beaucoup d'entre eux capturés à des fins sexuelles. Il ne s'agit pas d'un phénomène marginal, mais d'un véritable pilier de la société nordique. Le butin le plus convoité des incursions n'était pas toujours l'or ou l'argent, mais les personnes. Chaque expédition ramenait une cargaison de corps destinée à alimenter un marché qui reliait l'Irlande à Constantinople, traversant toute l'Europe par des chaînes d'achat-vente. La normalisation de l'abus s'étendait à la vie quotidienne. Les enfants vikings grandissaient en voyant comment les esclaves étaient utilisés sans restriction. L'exploitation sexuelle faisait partie du paysage domestique, aussi habituel que le commerce de fourrure ou la construction de bateaux. Cette exposition dès l'enfance générait un conditionnement culturel. Pour eux, il n'y avait rien d'étrange à ce qu'un être humain soit réduit à un objet de plaisir. Ainsi, se perpétuait un cycle dans lequel chaque nouvelle génération assumait la violence comme quelque chose de naturel, béni même par les dieux. La sophistication du système allait jusqu'à établir des hiérarchies parmi les esclaves eux-mêmes. Les plus favorisés pouvaient ne recevoir de petits privilèges. Meilleure nourriture, vêtements moins misérables, une certaine proximité avec le maître, toujours en échange de leur soumission et de leur complaisance. Cela générait des rivalités entre les captifs, qui se disputaient la survie en offrant obéissance et disponibilité. La perversité du mécanisme résidait dans le fait que la résistance était punie avec une cruauté publique, devenant un spectacle pour les autres. Ainsi, les nouveaux capturés apprenaient vite et rapidement quel destin les attendait s'ils osaient défier. Les témoignages les plus effrayants proviennent de chroniqueurs arabes, comme Ahmad ibn Fadlan, qui a décrit en détail la brutalité de ces pratiques. Ces récits, qui pendant des siècles ont été considérés comme des exagérations, ont ensuite trouvé confirmation dans l'archéologie. Des restes humains montrent des traces de violences systématiques, des corps enterrés avec des signes d'avoir été utilisés et sacrifiés lors de cérémonies religieuses. Car les esclaves sexuels n'étaient pas seulement des objets de plaisir,
Ils étaient aussi des victimes propitiatoires, offertes aux dieux lors de rituels qui mélangeaient sexe et mort dans un même acte. Le prestige d'un homme puissant se mesurait au nombre d'esclaves sexuels qu'il possédait. Ils étaient exhibés comme des trophées, comme des symboles de richesse et de virilité. Ce n'était pas tant la qualité de l'armement, ni l'étendue des terres qui importait, que le nombre de corps soumis dans sa maison. C'était un langage social compréhensible pour tous. Plus il y avait d'esclaves, plus l'homme était fort, respecté, craint. En ce sens, l'économie de l'exploitation sexuelle ne soutenait pas seulement le commerce viking, mais renforçait également la hiérarchie interne des clans et des familles. Le degré de calcul derrière cette réalité est bouleversant. Ce n'était pas un désordre barbare ni une pratique clandestine. C'était un système réglementé, avec des normes écrites et des sanctions précises. Les hommes pouvaient acheter des esclaves pour le plaisir, avec la même formalité qu'ils acquéraient du bétail. Les lois établissaient le prix, les limites de propriété et même la compensation en cas de dommages. Ainsi, l'intimité humaine fut réduite à une transaction commerciale, organisée et protégée par le cadre légal de toute une civilisation. Le plus inquiétant était que cet engrenage économique n'était pas considéré comme immoral ou extraordinaire. Il était perçu comme faisant partie de la prospérité, comme un mécanisme légitime qui garantissait la continuité de la communauté. Les esclaves étaient la base sur laquelle s'élevaient tous les foyers, les fortunes, et même les alliances politiques. Et au sein de cet engrenage, le corps humain se transformait en monnaie d'échange, en outil de prestige, en carburant pour le pouvoir. De toutes les pratiques que la société viking a normalisées, peut-être aucune n'est aussi effrayante que les cérémonies funéraires de leur chef et Kodilos. Là, l'esclavage sexuel et la religion se fondaient en un rituel qui mêlait violence, érotisme et mort, transformant le dernier adieu en un spectacle terrifiant. Ce qui pour les Vikings était un honneur et une obligation sacrée, pour tout observateur contemporain représente l'une des expressions les plus brutales de déshumanisation de l'histoire. La source la plus connue et la plus bouleversante de ces pratiques provient du chroniqueur arabe Ahmad ibn Fadlan, qui, au Xe siècle, assista aux funérailles d'un chef viking en les rives de la Volga. Sa description, considérée pendant des siècles comme invraisemblable, a été largement confirmée par les découvertes archéologiques. Ibn Fadlan raconta comment, à la mort d'un Kodilo, on demandait à ses esclaves qui souhaitaient l'accompagner dans la tombe. On l'appelait la volontaire, bien que tous savaient qu'il s'agissait d'un choix conditionné. Refuser signifiait continuer dans l'esclavage. Accepter était embrasser la mort avec l'espoir de s'élever comme compagne éternelle dans l'au-delà. Un choix impossible. L'esclave désignée passait plusieurs jours dans un état mêlant ivresse et résignation. Elle était comblée d'alcool et de drogue pour anesthésier sa volonté, tout en étant livrée à différents hommes du clan dans une séquence d'actes sexuels qui, selon les Vikings, servaient à transférer l'énergie vitale de la tribu au chef défunt. Chaque rencontre était accompagnée de paroles rituelles. Les hommes lui demandèrent de porter leur message et leur dévotion au leader mort, comme si à travers son corps pouvait être transportée l'essence collective vers l'autre monde. Ce qui pour la communauté était un rite sacré, pour la femme était une descente programmée vers la violence et l'anéantissement. Le point culminant arrivait le jour des funérailles. L'esclave était conduite jusqu'au navire qui servirait de tombe au Kodilo. Là, devant toute la communauté réunie, elle était forcée d'avoir ses dernières rencontres sexuelles avec plusieurs hommes, chacun représentant un aspect du pouvoir tribal. La force guerrière, la sagesse, la fertilité, la continuité du lignage. Quand tout était terminé, apparaissait une figure crainte et vénérée, celle que l'on appelait le ange de la mort, presque toujours une femme âgée. C'était elle qui était chargée de mettre fin au sacrifice. Elle étranglait la jeune femme avec une corde, tandis que d'autres la poignardaient, s'assurant que son trépas fut rapide, mais imprégné de violence. Immédiatement après, le corps était placé à côté du chef dans le navire, qui était incendié au milieu des chants et des prières. Ainsi, la fumée qui montait au ciel symbolisait l'union de la vie, de la sexualité et de la mort en un même acte. Pendant des siècles, de nombreux historiens ont pensé qu'Ibn Fadlan avait exagéré pour diaboliser les Vikings. Cependant, des excavations en Scandinavie ont révélé des preuves troublantes. Le célèbre tombeau d'Osberg,
en Norvège, contenait les restes de 2 femmes, l'une d'elles présentant des signes clairs d'une mort violente. D'autres tumuli découverts en Suède et au Danemark ont montré des corps de jeunes femmes enterrés avec des hommes de haut rang, avec des preuves de sacrifices rituels. Les récits d'Ibn Fadlan ont cessé de paraître des fantasmes et sont devenus un miroir sombre d'une réalité documentée. De la perspective viking, ces pratiques n'étaient pas une barbarie gratuite. C'étaient des actes de dévotion et de continuité. Le sacrifice de l'esclave assurait que le caudillo aurait de la compagnie dans l'autre vie, qu'il recevrait la force de toute la tribu et que les dieux béniraient les futures expéditions. Le corps féminin se transformait en un canal sacré, en un véhicule pour transmettre le pouvoir et la mémoire. Pour la communauté, participer à ces rituels était à la fois un devoir religieux et une réaffirmation de l'identité collective. Refuser d'intervenir, que ce soit comme bourreau ou comme spectateur, pouvait entraîner l'exclusion sociale et la suspicion de faiblesse. L'horreur réside précisément dans cette normalisation. Personne ne semblait remettre en question la légitimité de l'acte. Ni les hommes qui se relayaient dans les rencontres, ni les femmes libres qui contemplèrent la scène, ni même la victime elle-même, qui parfois acceptait son destin sous les effets de l'alcool et de la pression sociale. Le rituel était perçu comme un honneur, et la jeune femme sacrifiée était élevée à une condition quasi divine. On croyait qu'elle se transformait en déesse porteuse de la force du clan. Mais la vérité est qu'elle n'était qu'un rouage remplaçable dans une machinerie de pouvoir, soumise à l'ultime outrage avant de disparaître. Le plus perturbant est la façon dont ces funérailles révèlent la capacité viking à transformer la violence en religion. Il ne s'agissait pas d'impulsions désordonnées, mais d'un scénario préétabli où chaque acteur avait un rôle. Les hommes qui transférèrent leur énergie, la vieille femme qui exécutait, la communauté qui observait et chantait. C'était un théâtre macabre où la mort se confondait avec la dévotion et où la cruauté était justifiée par la foi en les dieux. Les implications psychologiques pour ceux qui participaient étaient énormes. En faisant de la violence sexuelle un devoir religieux, les Vikings renforçaient l'idée que la cruauté n'était pas seulement acceptable, mais nécessaire. Les enfants et les jeunes grandissaient en assistant à ces funérailles, apprenant que la sexualité et la mort étaient unies par mandat divin. Cette éducation façonnait des générations entières, incapables de voir l'horreur, habituées à la fusion du plaisir, de la douleur et du sacrifice. Les vestiges archéologiques et les témoignages écrits nous montrent sans aucun doute que ces rituels ont existé. Et, dans cette fusion de l'érotisme et de la violence, de la foi et de la brutalité, se révèle peut-être la facette la plus sinistre du monde viking. Ce qui pour eux était la plus haute forme d'honneur est pour nous l'une des expressions les plus brutales de la déshumanisation ritualisée. Au milieu de ce tableau de brutalité, de violence ritualisée et d'exploitation systématique, surgit une apparente contradiction qui déconcerte de nombreux historiens. Les femmes vikings libres jouissaient de droits qui, dans d'autres parties de l'Europe, mettraient en des siècles à être reconnus. Ce paradoxe constitue l'un des aspects les plus inquiétants de leur société, car il démontre que la liberté des unes était édifiée sur l'oppression absolue des autres. En Scandinavie, une femme libre pouvait divorcer de son mari si elle estimait qu'il ne la satisfaisait pas au lit ou s'il faisait preuve de faiblesse. Elle avait la faculté d'hériter de biens, de gérer des propriétés et, dans certains cas, même de proposer le mariage. Ces privilèges sont surprenants si on les compare aux limitations que subissaient les femmes dans les royaumes chrétiens de la même époque, où elles étaient à peine considérées comme des appendices légaux de leur mari ou père. Dans l'imaginaire collectif européen, la femme était destinée à obéir. Dans le monde viking, la femme libre pouvait imposer des conditions, rompre des unions et diriger des foyers. Cependant, cette liberté n'était pas le fruit d'un esprit égalitaire, mais d'une stratégie calculée. L'autonomie féminine ne se maintenait que parce qu'il existait, à l'autre extrémité, une masse d'esclaves totalement dépouillés de droits. La dignité des femmes libres était renforcée par contraste avec la dégradation des captives. C'était comme si le système avait besoin de cette opposition pour fonctionner. Plus la soumission des esclaves était absolue, plus la liberté des libres semblait précieuse. En d'autres termes, la liberté des unes se légitimait grâce à l'esclavage des autres. Les codes légaux l'exprimaient avec une précision mathématique. Il existait la figure du Morgengab ou cadeau du matin,
une compensation économique que le mari devait verser à son épouse après la nuit de noces, calculée comme un pourcentage de la dot. Ce paiement représentait la valorisation sociale de la disponibilité sexuelle de la femme libre, transformée en un contrat légal et respecté. En même temps, ces mêmes codes établissaient qu'un homme pouvait acheter des esclaves exclusivement pour le plaisir, sans qu'il n'existe aucune limite ni protection pour elle. Tandis qu'une femme libre pouvait rejeter son époux et obtenir une compensation, une esclave pouvait être utilisée par n'importe quel homme du clan sans aucune conséquence. Cette double face de la société viking produisait un paradoxe encore plus perturbant. Certaines femmes libres participaient activement au système qui dégradait les captives. Nombreuses sont les épouses qui acceptaient, voire exigeaient, la présence d'esclaves sexuels dans leur foyer, non seulement comme signe de prestige, mais aussi comme moyen de renforcer leur propre autorité. Avoir sous leur contrôle d'autres femmes esclavagisées leur permettait d'exercer un pouvoir indirect, consolidant leur position dans la hiérarchie familiale. Dans ce jeu pervers, la liberté féminine n'était pas une conquête collective, mais un privilège qui se maintenait au prix de l'oppression d'autres. L'archéologie reflète également cette paradoxe. On a retrouvé des tombes de femmes vikings enterrées avec des clés accrochées à leur ceinture, symbole qu'elles administraient les biens de la maison. Mais à côté de ces clés, dans les mêmes habitations, on a trouvé des restes de femmes esclaves traitées comme propriétés. Une double image qui résume parfaitement la contradiction. Le pouvoir des unes existait grâce à la servitude des autres. La différence de traitement s'étendait même au domaine symbolique et religieux. Une femme libre pouvait recourir à la loi si elle était insultée en public. Son honneur était protégé. Une esclave, en revanche, était dépourvue de cette protection. L'insulter, la violer ou l'humilier n'affectait en rien la réputation de celui qui le faisait. Le système était conçu pour que l'esclavage n'ait pas de voix, pour que le silence des victimes assure la stabilité des privilèges des libres. Dans ce contraste se perçoit le vrai visage de la société viking. Ce n'était pas une culture qui valorisait l'égalité des sexes, comme nous pourrions le penser au premier abord, mais une structure profondément hiérarchique qui utilisait l'apparente liberté de certaines femmes comme vitrine de modernité face au reste de l'Europe. Tandis que l'on louait la capacité de divorce ou l'héritage féminin, on cachait que des milliers d'esclaves étaient réduites à de la marchandise sexuelle. C'était en définitive un mirage soigneusement construit. En contemplant cette paradoxe, une réflexion inquiétante surgit. À quoi sert la liberté de quelques-unes si elle repose sur l'oppression de tant d'autres ? Pour les Vikings, la réponse était pragmatique. La différence radicale entre libres et esclaves renforçait l'identité des clans, maintenait l'ordre interne et s'assurait que chacun sut quelle était sa place dans l'échelle sociale. Ce qui pour nous est de l'hypocrisie était pour eux une structure solide, validée par leurs lois et leur religion. Ce paradoxe des femmes libres n'adoucit pas l'image des Vikings, mais la rend encore plus sombre. Il nous oblige à voir que même les privilèges étaient teintés de violence et que l'éclat d'une apparente modernité cachait les chaînes invisibles de milliers de femmes condamnées à l'esclavage sexuel. C'était, en dernière instance, une autre forme de pouvoir, offrir aux unes ce qui était brutalement refusé aux autres pour maintenir intact l'équilibre de la domination. En parcourant ce sombre labyrinthe de hiérarchies intimes, de violences rituelles et d'exploitation organisée, il devient évident que les Vikings ne furent pas seulement des guerriers qui ont semé l'Europe de pillage et de conquête. Ils furent et surtout les architectes d'un système où la sexualité et le pouvoir étaient inextricablement liés. Ils comprirent que dominer les corps équivalait à dominer les volontés, qu'humilier dans l'intimité la plus profonde était plus dévastateur que toute blessure d'épée, et que la terreur pouvait devenir une arme beaucoup plus efficace que l'acier. Ce qui est perturbant, ce n'est pas uniquement ce qu'ils ont fait, mais à quel point cela a bien fonctionné. Leurs stratégies ont réussi ce qu'aucune autre force n'avait accompli. Des villages entiers se rendant avant de combattre, des monastères payant des tributs sans résistance, des communautés entières préférant la soumission à l'idée d'affronter le spectre de l'humiliation sexuelle. Là où apparaissait Olé Drakkar, on ne craignait plus seulement le pillage des richesses ou la perte de vie, mais l'outrage à l'honneur, la destruction du tissu social, la honte qui pouvait se transmettre de génération en génération. Les cicatrices de ces pratiques ne se sont pas limitées à la période où les Vikings ont dominé les mers.
Leur héritage s'est étendu comme une onde de choc qui a contaminé toute l'Europe médiévale. Des sociétés traumatisées par la violence sexuelle ont à leur tour développé des pratiques tout aussi brutales comme mécanisme de défense. Le cycle de l'outrage s'est reproduit, se multipliant comme un écho sombre au fil des siècles. D'une certaine manière, la brutalité viking a semé des graines de violence qui ont germé dans des peuples et des cultures qui n'avaient jamais eu de contact direct avec eux. L'humiliation est devenue un héritage. Le contraste interne de leur société ne peut pas non plus être oublié. Tandis que les femmes libres jouissaient de droits en avance sur leur temps, les esclaves étaient dépouillés de toute humanité, réduites à de simples monnaies d'échange. Ce paradoxe n'adoucit pas l'image viking, il la rend encore plus inquiétante. Il démontre que même la liberté était un privilège construit sur la dégradation systématique des autres, un mirage de modernité soutenu par des chaînes invisibles. Archéologues et chroniqueurs nous ont montré des preuves accablantes, des restes humains avec des signes de violence sexuelle, des marchés d'esclaves où les personnes étaient classées comme du bétail, des bateaux funéraires avec des corps sacrifiés lors de cérémonies rituelles. Ce ne sont pas des récits inventés par des ennemis désireux de diffamer. Ce sont des traces tangibles, des inscriptions légales et des témoignages directs qui concordent en un même portrait. Une civilisation qui a fait de l'intimité un instrument de guerre, de la sexualité un engrenage de pouvoir, de la violence un acte religieux. Peut-être le plus inquiétant est que, pour les Vikings, tout cela n'était pas de la cruauté. C'était simplement l'ordre naturel des choses, un héritage dicté par les dieux et renforcé par les sagas. Ils ne se concevaient pas comme des barbares, mais comme des accomplisseurs d'un destin. Cette conviction leur conférait une froideur terrifiante, car ce qui pour nous est une atrocité était pour eux un devoir. Et dans cette différence de perception réside la profondeur de leur sombre héritage. En nous plaçant à nouveau sur cette falaise du début, observant les dracars disparaître dans la brume, nous comprenons que l'Europe médiévale n'a pas seulement affronté des pillards avides de trésors. Elle a affronté des maîtres de la guerre psychologique, des stratèges qui ont su utiliser la honte comme arme, à une société qui a conquis non seulement des terres, mais le concept même de dignité humaine. Les Vikings ont réalisé quelque chose que peu d'empires ont atteint, conquérir des âmes avant de conquérir des corps. La question finale qui reste en suspens est inévitable. Quels autres sombres secrets de l'histoire restent cachés sous des couches de mythes et de romantisme? Les Vikings, devenus aujourd'hui des icônes d'aventure et de séries télévisées, furent aussi des ingénieurs de la terreur intime, gardiens d'un héritage de brutalité que beaucoup ont préféré oublier. Mais leurs traces sont toujours là, dans les textes, dans les eaux, dans les échos d'une Europe marquée par leur ombre. Regarder ce passé inconfortable n'est pas seulement un exercice d'archéologie, c'est un rappel de la mesure dans laquelle l'humanité peut normaliser la violence lorsqu'elle l'avait de religion, de coutume ou de loi. Et peut-être, en le reconnaissant, pourrons-nous identifier dans notre propre présent ces structures qui reproduisent encore, de manière plus subtile, la même logique, celle du pouvoir fondé sur la domination des corps. Les Vikings n'ont pas seulement conquis avec des épées et du feu, ils ont conquis avec la honte, avec la peur, avec la manipulation de ce qu'il y a de plus intime. Et dans cet héritage perturbant réside la véritable explication de pourquoi leurs souvenirs continuent de fasciner et de terrifier à parts égales. Parce qu'ils ne nous montrent pas seulement ce qu'ils ont été, mais ce que, dans nos profondeurs, nous sommes encore capables d'être.